Proton vient de lancer son propre chat GPT qui protège nos données privées. Pour comprendre l'enjeu de ça, il faut absolument comprendre ce que veut dire Internet à l'heure des LLM, donc des chatbots type ChatGPT. Ici, là, dans un tweet, c'est très bien expliqué. Le site Doctissimo, qui est un énorme site extrêmement consulté pour toutes les questions médicales, aurait perdu 30% de son trafic dans les 12 derniers mois. Parce que les gens posent des questions dorénavant à ChatGPT et que ChatGPT va sur le site Doctissimo, prend toutes les ressources et puis les ressources peut-être d'autres sites équivalents et synthétise une réponse. C'est extrêmement rapide, c'est extrêmement pratique et c'est beaucoup plus précis que quand on fait la recherche soi-même. Et ça a des conséquences. Pour bien comprendre la puissance de ça, j'ai pris une vidéo de Legend, une de leurs dernières vidéos qui fait 1h11 et j'ai pris l'URL et j'ai simplement demandé à Perplexity de me la synthétiser et de me dire quels étaient les moments intéressants. Et en quelques secondes, j'ai absolument tout le contenu recraché sous la forme que je veux. La question qui se pose donc, c'est qui va encore aller voir des vidéos YouTube? Qui va aller sur des sites internet? Qui va aller sur Doctissimo? Je mets de côté la question du divertissement, pour lequel un résumé du divertissement, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais toute la question de la création de contenu qui aujourd'hui est accessible gratuitement sur Internet parce que les gens qui la produisent en tirent un bénéfice, soit par la publicité que des annonceurs font, soit parce que eux-mêmes vendent un produit. Un plombier qui veut simplement être référencé, comment sera-t-il référencé dans ChatGPT quand on demandera à ChatGPT donne-moi le meilleur plombier à côté de chez moi? Si ce sujet-là vous intéresse, à savoir la question du référencement des sociétés, des entreprises, des gens réels dans les LLM et la façon dont les LLM vont déterminer quelle est la meilleure réponse, ce qui est un enjeu pour faire sa publicité, pour être présent, pour ne pas être oublié, eh bien, je mets un lien dans la description de la vidéo où j'ai fait un petit résumé de ce sujet. Les conséquences, c'est que si les gens n'ont plus intérêt à créer du contenu, alors, de quoi vont se nourrir les intelligences artificielles? Les développeurs ont besoin de données de qualité pour alimenter les intelligences artificielles, ne serait-ce que pour rester à la tête des meilleures intelligences artificielles. Ils vont simplement essayer de nous voler nos données, et ils ne font pas qu'essayer, d'ailleurs ils le font, et ça va de plus en plus vite. Si cette question vous intéresse, je vous conseille de regarder la vidéo que j'ai fait sur WeTransfer. WeTransfer, à partir de la semaine prochaine, va commencer à prendre les données que vous envoyez de manière privée à vos interlocuteurs. Vous avez un fichier, une pièce jointe de mail qui est trop lourde, vous l'envoyez par WeTransfer. Vous envoyez vos photos de vacances à votre grand-mère, eh bien, dorénavant, WeTransfer pourra utiliser ces données pour alimenter une intelligence artificielle ou pour les vendre à une autre entreprise qui, elle, l'utilisera pour alimenter son intelligence artificielle. Dans cette vidéo, j'explique d'ailleurs comment est-ce qu'on peut éviter ça et qu'est-ce qu'on peut utiliser comme autre protocole pour ne pas se faire voler ces données. Et il y a une autre source évidente de données pour les intelligences artificielles qui est immédiate. C'est les données que vous allez rentrer ici dans la conversation. C'est les échanges que vous allez avoir, c'est les documents que vous allez fournir. Et ça, c'est une source immédiate et qui, en plus, est extrêmement qualifiée parce que elle est liée à un contexte. Donc, l'intelligence artificielle va s'alimenter de ça. Donc, c'est dans ce contexte que Proton, qui est une entreprise qui d'abord a fait des mails sécurisés et puis qui après a développé toute une suite de sécurité, type VPN, type gestionnaire de mots de passe, a décidé de créer son intelligence artificielle et qui s'appelle Lumo. La promesse est intéressante. La promesse est de dire c'est la seule intelligence artificielle qui respecte votre vie privée. Et ils ont des arguments pour ça. Premièrement, évidemment, leur positionnement dans la sécurité de la vie privée depuis maintenant très longtemps. Et ils nous promettent de ne jamais utiliser les données que l'on dans des conversations pour alimenter l'entraînement d'une intelligence artificielle, de supprimer toutes les conversations, de ne jamais partager les données avec qui que ce soit, de ne jamais faire de publicité, d'être positionné dans une juridiction, à savoir la Suisse, dans laquelle il y a des lois extrêmement restrictives et très protectrices des données privées, de la vie privée, et d'être open source. Alors, la question la plus importante de tout ça, parce que tout le début, ce ne sont que des promesses, c'est la question open source. Si effectivement le code entier de Lumo est open source et que c'est audité, alors ça devient extrêmement fiable et intéressant. Mais en fouillant un petit peu rapidement, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas si open source que ça. En tout cas, j'avais l'impression qu'il y avait une partie qui n'était pas open source. Et puis, comme je suis un peu flemmard, j'ai tout simplement posé la question à Lumo. Après tout, il doit bien savoir s'il est open source ou pas. Et quand je lui pose la question de savoir s'il est open source, il me dit non, je ne suis pas un projet open source. Proton Mail, Proton VPN et Proton Drive sont open source, mais pas Lumo.
Ça pose quand même un énorme problème. Et deuxièmement, quant à l'utilisation, donc là j'ai un exemple où je lui demande où se trouve le bouchon de vidange d'une 306, eh bien il sait pas. Et il me dit qu'il faut que je regarde le manuel utilisateur. Donc en plus de ça, à l'utilisation, bon ça ne jetons pas la pierre parce que c'est que le début et très probablement que le modèle va bien s'améliorer et qu'il va se roder. Souvenons-nous à l'époque où DuckDuckGo est sorti, qui était un des premiers moteurs de recherche qui protégeait la vie privée, qui disait protéger la vie privée, on a la même question. Eh bien, au début, c'était pas très efficace, et puis aujourd'hui, c'est quand même tout à fait acceptable et utilisable comme moteur de recherche quotidien. Évidemment, si on veut plus de précision, si on veut des fonctionnalités particulières, Google reste inévitable, mais disons que dans l'utilisation quotidienne, c'est tout à fait faisable. On n'a pas de garantie que en fait, il nous protège bien nos données, et puis en plus de ça, c'est pas très pratique à utiliser visiblement. Enfin, c'est design, mais c'est pas encore à la hauteur. Voilà les amis, je voulais absolument faire quelque chose là-dessus parce que c'est important. Les données privées, c'est une question de souveraineté. Et il n'y a pas de liberté si on n'a pas un minimum de maîtrise de ce qui nous appartient. Pas forcément toujours pour les garder que pour soi, mais parce que c'est une monnaie d'échange. Nos données sont une monnaie d'échange. Il faut qu'on soit capable de maîtriser, pour un enjeu de liberté et de souveraineté, nos données, quelles sont les données qu'on partage et quelles sont les données qu'on ne partage pas. Et c'est aussi un enjeu financier. Et donc, au final de liberté, parce que sans argent, c'est un peu plus difficile d'être libre, et avec de l'argent, c'est un peu plus facile d'être libre. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.